Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes, bonjour euh, Camerounaises, Camerounais. Alors, je vous fais un petit live rapide ce matin, avant de commencer à voir mes malades. Je vous fais un live rapide pour faire une mise au point sur mon post d'hier. Un post d'hier soir qui a connu quand même pas mal de réactions, d'incompréhension de certains, demande de prudence de d'autres, où on me dit, ben oui, il faut peut-être pas le faire comme ça, il faut voilà, le faire discrètement et autres, puisque je fais donc le post où je vous écris que je vais soutenir financièrement la résistance citoyenne du Grand Nord. Chacun doit choisir son couloir pour des attaques multisites. Voilà. Et chaque mot a son importance. Moi, quand je fais un post, je peux justifier ce que je dis. Je peux justifier. Et n'ayez pas peur. Peuple de la résistance, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Ils ne peuvent rien. Ils peuvent rien. Sur tous les plans. Et même sur le plan juridique, ils ne peuvent rien. Je suis inattaquable. Et je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans la défense de la démocratie. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, celle que vous voyez ci et là, en train de revendiquer la victoire des urnes. Ce peuple est dans un acte républicain. Il n'y a aucune loi au Cameroun, aucune loi qui condamne et emprisonne un être humain candidat à une élection présidentielle qui revendique sa victoire sur la base des procès-verbaux sortis des bureaux de vote. Je dis bien sortis des bureaux de vote et non dans les fabriques de l'ECAM, RDPC. Quand ça sort des bureaux de vote, que le procès-verbal a été établi, qu'un candidat reçoit ces procès-verbaux, il est en droit, sur la base de ce qu'il a, de dire « Je suis président de la République, je suis élu ». Le dire, ce n'est pas faire de la rébellion, ce n'est pas poser un acte de trouble à l'ordre public, ce n'est pas aller dire aux gens « allez casser ». Non, c'est dire « j'ai gagné ». Ça se voit partout dans le monde. Aux États-Unis, pour prendre l'exemple de ce qui est considéré comme la plus grande démocratie du monde. Aux États-Unis, quand les dépouillements ne sont même pas finis, quand on a des tendances fortes, quand ce qui fait office de conseil constitutionnel là-bas n'a pas encore déclaré qui est le président, mais Donald Trump se revendique avoir gagné. Joe Biden dit avoir gagné. Kamala Harris dit avoir gagné. C'est normal. Partout dans le monde, c'est le cas. Et au Cameroun, c'est le cas. Le Cameroun ne fait pas une exception. Et il y a d'ailleurs dans le code pénal ou dans le code électoral, dans la constitution qui est la loi fondamentale, aucune disposition légale qui dit que tant que le conseil constitutionnel n'a pas validé, vous n'avez pas à vous prononcer. C'est faux. Donc, quand Paul Biya envoie l'homme qu'il a désigné comme shérif, comme Moulinex, parce qu'en réalité, c'est Paul Biya le chef des shérifs. C'est lui le fabricant du Moulinex. C'est Paul Biya qui est notre problème. Donc quand Paul Biya dit qu'il va envoyer
pêcher un candidat qui va oser dire que Paul Biya est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité. Et donc, quand Aimé Boni, citoyen camerounais, défenseur de la justice, défenseur des droits de l'homme, défenseur de la bonne gouvernance, dit qu'il va soutenir la résistance, c'est-à-dire le peuple souverain, le peuple, celui qui a donné un mandat d'ailleurs, qui s'est fait voler un mandat de direction de son pays par un président truand, bandit, voleur, celui qui ne sait que tricher, comme on voit ci et là aujourd'hui, 43 ans après, qui voit ses partisans tricher, truander, voler partout, menacer. Quand celui-là vient dire que non seulement je confie le pouvoir, mais celui qui normalement mérite le pouvoir, je vais venir le pêcher pour l'emprisonner. Le peuple dit, ici là, tu ne bouges pas. On te protège. C'est un acte citoyen. Et tout Camerounais normal doit pouvoir en sortir un peu de sa poche, de ce qu'il réserve à nourrir ses enfants. Il doit enlever un peu en disant aux enfants, c'est pour une bonne cause. Et envoyer à cette jeunesse militante qui fait la grue au domicile du président élu pour le protéger. C'est un acte citoyen. Ça n'a rien à voir avec le financement du terreau. Je suis désolé. Je suis justement dans mon rôle en tant que grand frère, en tant que père de famille, en tant qu'intellectuel, en tant qu'amoureux d'un autre Cameroun. Je suis dans l'obligation de soutenir la jeunesse sans armes, qui n'a que ses bâtons et ses cailloux pour lutter contre l'ennemi. Ces zombifiés de militaires, de gendarmes, de policiers, ces mange-mille qui osent vouloir accomplir la sale besogne du tyran Paul Biya. Un papa de 93 ans, grabataire, sénile, qui, au lieu d'aller dans une maison de retraite, joue encore au tonton flingueur, un bandit qu'il est. Et on me dit, ah, il faut faire attention, tu sais, même si il ne faut pas dire ça comme ça. Non, il faut assumer. Il faut assumer cet acte. Et mon poste est d'ailleurs un poste pédagogique, un poste pour encourager ceux-là qui n'y ont pas pensé. Ceux-là qui n'y ont pas pensé, les encourager à faire le geste. Il faut protéger ces enfants. Il faut les soutenir. La résistance a besoin de moyens. La résistance a besoin de moyens. Nous sommes dans une résistance populaire, citoyenne, démocratique. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ne soyons pas décomplexés. Soyons décomplexés par rapport à ça. On ne fait rien d'illégal en soutenant la résistance. On ne fait rien d'illégal. Celui qui est dans l'illégalité, c'est Raoul Biya. Quand Raoul Biya écrit ceci, quand Raoul Biya écrit exclusif, Paul Biya gagne à l'extrême nord,
nord, Ngaoundéré, sud-ouest, nord-ouest, centre, est et sud. Issa gagne à l'ouest et au littoral. Quand Raoul Biya écrit ça, il est dans l'illégalité. Parce qu'il est dans le fake, il est dans la désinformation. Il est dans la désinformation. Il est dans l'illégalité. Il est dans l'envie de soulever des populations qui, elles, savent, parce qu'elles ont vu en Mondovision les résultats sortis des urnes. Lui, il vient sur un bout de papier écrire une contre-vérité. C'est lui qui est dans l'illégalité. C'est Raoul Biya qui est dans l'illégalité. C'est Fridolin qui est dans l'illégalité. C'est Grégoire Ona qui est dans l'illégalité. Puisqu'ils sont en train de revendiquer la victoire alors qu'ils n'ont même pas les PV. Puisqu'on a bien vu le communiqué de Grégoire Ona demandant à ses partisans, à ses collaborateurs de leur envoyer les PV qu'ils n'ont pas. Or, le président élu Issa Chiroma, lui, il a les PV. Nous avons les PV. Les PV circulent dans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Donc, quand on va me reprocher de dire que financièrement, je vais soutenir la résistance. Ben écoutez, peuple camerounais, une fois de plus, mon rôle est d'éclairer la population, d'éduquer la population à connaître ses droits et à revendiquer ses droits. Vous avez le droit de soutenir toute personne, tout enfant, tout jeune, adulte, tout être humain qui dit que moi, je ne veux plus continuer dans le système de tricherie. Je veux la clarté. J'ai constaté, j'ai vu, les vidéos sont là, elles sont parlantes, il y a des témoignages. J'ai des preuves que Paul Biya est encore en train de vouloir passer en force, comme il a fait en 1992, en 2004, en 2011, après avoir illégalement changé la Constitution. La Constitution ne devrait pas être changée par la simple volonté d'un individu, qui d'ailleurs est le seul bénéficiaire de ce changement de constitution. La jeunesse camerounaise, nous voulons vous rappeler que en 2008, Paul Biya a changé la précédente constitution de 1996. La constitution de 1996 consacrait la limitation de mandat. Limitation des mandats. La limitation de mandat est le socle même de la démocratie, la limitation de mandat. Tous les pays prospères, développés, ont limité l'exercice du pouvoir à 2 mandats. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Et selon la durée du mandat, qui part de 4 ans aux États-Unis à 7 ans, je pense par exemple en Russie, 5 ans en France, vous ne pouvez pas faire 2 mandats successifs parce qu'on estime que en 8 ans aux États-Unis, 10 ans en France, 14 ans dans les pays qui ont les septennats, de 8 à 14 ans, vous avez largement le temps de faire ce que vous avez à faire et de passer la main. Parce que tout mandat électif, donc, où vous allez au suffrage et on vous élit, tout mandat électif est du sacerdoce ou devrait être du sacerdoce. Vous prenez un peu de votre temps, vous consacrez votre temps à rendre service à la population, à vos concitoyens. Ça ne peut pas être
un boulot à temps plein éternel. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a le principe de limitation des mandats. Et quels sont les pays qui ont sauté ce verrou? C'est les pays les plus sous-développés du monde. Mais comme il n'y a pas de règle sans exception, on va me dire, machin, tout là, il y a l'exception, justement, de la Chine, par exemple, qui a un système particulier. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Ou encore, il y a des pays qui assument que ce sont simplement des royautés, comme le royaume du Maroc. Mais dans l'essentiel des pays, et des pays dits démocratie, où il y a donc une alternance au pouvoir par suffrage universel, où le peuple s'exprime et sanctionne ceux qui sont à sanctionner, je dis encore que il y a limitation de mandat. Au Cameroun donc, et d'ailleurs, on parlera d'abord d'autres pays. Et vous avez vu qu'il y a des pays qui ont connu des révolutions parce que le souverain, parce que c'est finalement des souverains, ont voulu proroger les mandats, changer la constitution pour pouvoir se représenter. Et le peuple a dit non. C'est le cas, enfin le peuple, ou alors les militaires ont dit non. C'est le cas par exemple de la Guinée-Conakry, où je crois que c'est Condé, si je m'abuse, qui a voulu justement faire sauter le verrou de la limitation des mandats et prendre un troisième mandat. Il y a eu des problèmes. Et il a été débarqué. Beaucoup de pays ont connu ça. Le Cameroun a donc connu en 2008 ce phénomène où dans la constitution de 1996, il y avait limitation à 2 mandats. Paul Biya, roi feignant, qui ne se voit pas ailleurs qu'à Etoudi et mourir là-bas, a donc actionné tous les leviers pour faire sauter ce verrou. Vous n'étiez pas nés. Nous étions relativement jeunes. Nous avions le regard ailleurs. Paul Biya est passé en force avec cette illimitation des mandats en 2008. Avec cette constitution. Et il a gagné les élections comme il sait gagner les élections. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est comme ça là depuis toujours. Paul Biya a toujours triché, bourré les urnes, acheté les consciences pour se déclarer après vainqueur. Voilà Paul Biya. Et face à ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revendiquer, résister. Et qui dit résistance, dit moyen pour résister. Pour résister, ce n'est pas financer un acte terreau. Non. C'est juste financer un acte citoyen. Donc moi, je suis dans la citoyenneté. Et je dis que mon petit argent, je vais donner aux enfants du Grand Nord. Je dis encore, ouvrez vos oreilles. À Tangandji, ouvre tes oreilles. Je vais donner mon argent aux enfants du Grand Nord qui, main nue, je n'ai pas acheté les armes. Non. Ces gens-là ont dit que nos corps sont nos armes. Oui, on veut voir comment Ngongo va aller liquider des enfants qui ont les mains nues. Je vais financer la résistance du Grand Nord. Et je demande à tout citoyen de faire la même chose, de cibler dans toutes les villes du Cameroun où il y aura de la résistance à l'oppresseur. Finançons, organisez des cagnottes et faites ce qu'il faut. Évidemment, il faut être très organisé pour que ça ne devienne pas un business qui va profiter à quelques personnes, des relais. Il faut que ça atteigne vraiment
Ceux-là qui se sacrifient une journée à ne pas aller bosser de manière informelle, parce qu'au Cameroun, c'est l'informel. Ne pas avoir ces 3 000 francs pour ramener à la maison et nourrir ses enfants. Une résistance bien organisée, solide, qui prend dans tout le Cameroun. On n'a pas besoin que ça dure une semaine. Hein. Ça ne va pas durer une semaine. Ça dure quelques jours. Tant. Et pendant ces quelques jours-là, nous devons soutenir cette jeunesse. Nous devons la soutenir. Et moi, je vais. Mes enfants, ils vont me comprendre. S'ils avaient 3 repas par jour, ils vont manger 2 repas par jour. On ne meurt pas en mangeant 2 repas par jour. Parce que cette jeunesse-là, qui est en train de se battre, ne mange même pas 1 repas par jour. Ils mangent 1 repas tous les 2 jours. Donc mes enfants vont comprendre que je leur prive d'1 repas sur 3 pour donner à cette jeunesse. C'est ce que je vais faire. Et je vous invite à le faire. À le faire. Organisons-nous. Résistons. Et nous avons vu Tchang, Bafoussam, Limbe, Koseri, Garoua, Maroua. Il faut que toutes les villes prennent le pas. Nous avons vu Bonamou Sadi, à Douala. Toutes les villes prennent le pas. Et je vais demander à Yaoundé. Je vais demander à Yaoundé de ne pas dormir. Yaoundé ne doit pas dormir. Yaoundé ne doit pas dormir. Yaoundé ne doit pas se dire que dans nos bureaux, bon, on n'a pas constaté quelque chose de grave. On n'a pas besoin de constater une fraude dans un bureau de vote, dans un tribunal, je ne sais pas si c'est le tribunal administratif où ils font leur dépouillement et tout ça. On n'a pas besoin de constater ça là pour se sentir concerné. On n'a pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que l'élection présidentielle n'est pas une élection locale. C'est une élection nationale. Une seule circonscription. Donc, ce qui se passe en Guelmetouka, à Yoko, à Manfé, concerne Yaoundé, Edéa, Douala et partout. Le bourrage des urnes dans une localité ou alors la falsification des PV dans un tribunal d'une ville concerne toutes les villes du Cameroun. Toutes les villes. Puisque ce bourrage-là peut influencer le résultat global. Et s'il influence le résultat global, le Conseil constitutionnel va nous faire ce qu'ils savent faire. Il dit que Paul Biya a gagné. Et il aura gagné à cause du bourrage dans tel ou tel endroit. Donc ça concerne tout le monde. Donc Yaoundé, ben, on vous attend, hein? Allô la briqueterie? Allô Mokolo? Allô Chinga? Allô Essos? Allô Mvogada? On vous attend. On vous attend. C'est d'ailleurs là-bas que le vrai game doit se jouer. C'est là-bas. Ils ne peuvent pas nous emprisonner, nous tous. Vous avez vu, ils ont pris quelques gars à Bonamou Sadi, peuple camerounais. Nous devons même refuser qu'ils prennent nos combattants. Nous devons refuser. Ce qui s'est passé hier à Douala était même un bon prétexte pour que la population sorte et dise que bon, prenez-nous nous tous. Je vous assure, jeunesse, là même maintenant, si vous partez dans les brigades à la préfecture, dites que bon, nous sommes venus pour que vous nous preniez. En solidarité à ceux que vous avez pris. Prenez-nous, prenez-nous. Ils ne vont pas vous prendre. Et ils ne prendront personne. Et ce sera encore un prétexte pour accélérer. Vous savez qu'en France, vous avez déjà vu ça. Et on a vu plusieurs vidéos où, et vous le savez, en France, hein, quand tu es sans papier, si tu es sans papier en France, que la vie te gère, mais toi aussi tu essaies de gérer la vie. Et tu es interpellé par la police, pour une raison ou pour une autre. On constate que tu es sans papier. Tu sais que on va t'amener dans ce qu'ils appellent la procédure d'expulsion va être enclenchée. Et on t'amènera dans la zone justement de rétention des gens qu'on doit mettre dans les avions pour rentrer dans leur pays. C'est ça en France. Maintenant,
Si la vie t'a tapé jusqu'à... Tu sens que bêta, la fête, si là, on m'avait dit que c'est bon, c'est pas bon, je veux rentrer. Mais tu n'as pas les moyens de rentrer. Tu n'as même pas l'argent pour acheter le billet d'avion, non. Tu n'as rien. Tente d'aller à la police. Dis que, vraiment, fais-moi rentrer chez moi. Moi, vraiment, je suis sans papier, je n'ai rien et tout ça là. Est-ce que vous savez que la police ne va pas vous prendre? La police va vous dire, va là-bas. La police ne va pas vous prendre. On a montré une vidéo d'un Ivoirien en pleine autoroute qui cherche lui à rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas moyen. La police l'a interpellé. Il s'est dit que non, moi je suis en train de marcher pour rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux rentrer, mettez-moi dans l'avion. On a laissé le bonhomme. C'est ça qui est la vérité. Je vous assure, jeunesse de Douala, ne laissez pas vos frères, nos frères qui ont été interpellés là. C'est pour vous dissuader. Ressortez en disant mais maintenant, prenez-nous aussi. Faites les pancartes. Prenez-nous, emprisonnez-nous. On veut la liberté. Prenez-nous, vous avez pris nos frères. Prenez-nous aussi. Nous aussi, on veut partir là-bas. Ils ne vont pas vous prendre. Et ils n'ont pas de place pour 1000 personnes, pour 2000 personnes. Ils n'ont pas. Le pays doit s'embraser. Et nous devons soutenir cette résistance. Quand je fais dans mon poste, je vais rapidement terminer parce que vous avez entendu la sonnette, je dois aussi soigner les gens qui disent que ils sont en même camp et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de travailler comme mes collègues travaillent au Cameroun. Au Cameroun, pour qu'un médecin puisse s'en sortir, quand il est à l'hôpital de 8h, 8h30 à 13h, après il commence à démarrer pour partir au Quat. À 14h, tu ne vois plus le médecin à l'hôpital. Il est au Quat, il est en clinique pour arrondir ses fins du mois. Puis c'est même là-bas qu'il va réellement pouvoir arrondir ses fins du mois. Et il va travailler là-bas peut-être de 14h à 20h. Pour avoir une vie à peu près décente. Et encore, pour un médecin, vous connaissez les salaires de catéchistes des médecins. Je n'ai pas besoin de travailler comme ça en France. Je n'ai même pas besoin de travailler tous les jours. C'est pour ça que quand vous me voyez vous pondre 1000 postes par jour, soit je suis en vacances parce que moi je prends des vacances. Le ministre Cameroun ne peut pas prendre les vacances. Il prend les vacances, il va manger quoi? Ou alors, quand je suis là comme aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans une période, les gens qui passent là que moi je ne me sacrifie pas. Au lieu de commencer mes consultations à 8h30, ouais, je vais commencer à 11h en France. Parce que je dois être dans les réseaux, dans les chaînes télé, lire, qu'est-ce qui se passe, la tendance, on a dit quoi, machin, truc et tout ça, et venir vous faire un résumé de quelque chose. Or, j'aurais vu déjà quelques malades qui m'auraient permis de boucler le salaire, enfin, pour boucler 3 mois de salaire d'un médecin au Cameroun. En consultant de 9h à 11h, je boucle le salaire de 3, 4, 5 mois d'un médecin au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Mais quand je le dis, ce n'est pas pour me vanter. Moi, je dis que comprenez toujours là où je veux vous amener. C'est simplement pour vous dire que ces médecins au Cameroun qui se taisent, qui sont même des sardinats assumés, ils sont simplement bêtes dans l'ignorance. Je vais vous faire un live spécial ce soir concernant les médecins dans la révolution camerounaise. Je vais vous faire. Moi, je suis dans un combat avec mes frères médecins, mes collègues médecins. Et je vais vous parler d'une collègue
cardiologue. Une jeune sœur que j'ai soutenue. Une jeune sœur à qui j'ai tendu la main. Et qui d'ailleurs m'a envoyé un message disant, prof, je te comprends. Tu es dans le bon, dans le vrai. Mais c'est les gens qui ne veulent pas machin truc là. Ça, c'était dit écrit. Pourquoi aujourd'hui, dans des forats, que je constate que c'est une sardinade du feu de Dieu. Or, elle travaille dans des conditions exécrables. Elle travaille dans des conditions où elle ne peut pas soigner les malades. Elle travaille dans des conditions où elle fait 20% de la cardiologie normale. 20% de la cardiologie normale, c'est ce qu'elle fait. Maximum 30% et encore. Elle connaît la France. Elle a fait le stage en France. Donc elle connaît ce qui est bon. Mais elle soutient le régime de Paul Biya. Elle a eu besoin de mon équipement médical. Parce qu'ici, là, vous voyez là, à un moment donné, regarde, moi je suis dans un, juste, je vais montrer, ben, vous n'allez pas voir les gens de TikTok peut-être, mais regardez, regardez, là, derrière, comme vous voyez là, les équipements qu'il y a là, derrière, tout chez nous est miniaturisé. L'appareil d'échographie que vous voyez là, cet appareil d'échographie, il y a, je ne sais pas s'il y a un hôpital au Cameroun qui a ça. Moi, je suis en cabinet. Hein. Je ne sais pas s'il y a de toute façon, un hôpital public au Cameroun, aucun hôpital de mandat dans le marché n'a l'échographe que j'ai avec tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la carcasse. Et après, on vous met des applications pour faire ceci, pour faire cela. Il n'y a aucun hôpital au Cameroun qui a un échographe avec du 3-dimensionnel, qui peut faire le 4D, qui a de l'intelligence artificielle et autres. Il n'y a pas. Moi, dans mon cabinet personnel, j'ai ça. Donc, quand vous voyez des médecins soutenir une dictature qui ne leur donne pas des conditions normales de travail, si ce n'est pas la sorcellerie, expliquez-moi ce que c'est. Vous dites que tu as fui là-bas, tu es là-bas. Non, ici, là, on soigne les malades. On soigne quel malade? Soigne quel malade? On soigne quel malade au Cameroun? Une maladie sérieuse. On soigne quoi? Jusqu'à Yang Luc. On le transfère pour aller d'ailleurs à Bruxelles. Quelqu'un a fait un AVC. Il est dans le coma. Vous cherchez encore quoi? Ces médecins même de l'hôpital de, je ne sais pas si c'est Garoua ou Maroua, qui ont validé le transfert. Vous transférez quoi? Quelqu'un dans le coma pour avoir fait un AVC. Il a ses 83 ans. Parce que tout ça, nous on appelle ça les facteurs péjoratifs. Facteurs péjoratifs. Parce que vous êtes jeune, comme son Banak, vous faites un AVC. Ce n'est pas la même chose qu'un papa de 85 ans qui fait l'AVC. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi j'ai suivi, ce soir il y aura, là je vous fais juste l'entrée de bouche. Je vais faire une émission spéciale sur les médecins. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas toujours se contenter de, voilà, de bricoler pour dire que non, on est là, on soigne quand même. Vous ne soignez rien du tout. On ne soigne rien du tout. Oui, quand je dis ça, écoutez, je sais pas, faut vous dire que non. Il y a des gens qui font du bon boulot, notamment dans le privé, mais avec le moyen personnel. Ils font ce qu'ils peuvent, voilà. Mais on sait tous que quand ça devient compliqué, et ça c'est partout, même ici en France, parfois moi, dans mon hôpital, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Quand
je fais une opération, une cardiologie interventionnelle, je vais peut-être mettre un pacemaker, un défibrillateur, je vais faire une ablation. Je peux avoir des complications. Les complications existent. Quand il y a complications, il y a par exemple perforation et tout, il y a effusion du sang dans le péricarde, tamponnade et tout. Il faut une intervention chirurgicale. Mon hôpital, à moi, n'a pas la chirurgie cardiaque. Mais il y a un système de transfert ici, là, des correspondants, tant, le SAMU vient tant, on a pris, on a transféré dans tel hôpital et tout, on a stabilisé tout là, et après on renvoie. C'est ça un pays. Voilà un pays qui fonctionne normalement. Voilà. Et vous n'allez pas voir que dans un hôpital, quand c'est compliqué tout, allons prendre pour envoyer dans une clinique privée d'un individu et tout. C'est ça au Cameroun. Puisque les meilleurs soins se font dans les cliniques des individus au Cameroun, pas dans les hôpitaux de Mana ou d'Amalachi. Est-ce que c'est normal? Ici, là, c'est même les cliniques individuelles qui vont envoyer vers les centres hospitaliers qui ont l'équipement, parce que c'est l'État qui est riche. C'est l'État qui doit avoir le meilleur équipement. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Vous voyez donc des médecins qui sont dans le public, soit dans les hôpitaux militaires ou dans les hôpitaux là, qui viennent insulter. Je vais tout vous montrer. Cette collègue-là ne m'a même pas laissé mon caleçon. Une petite fille, une petite soeur. Même pas laissé mon caleçon. Colonel de son état. Colonel militaire. Petite fille que j'ai soutenue. Qui connaît quand même qui je suis. Elle vient oser parce que l'huile de la sardine est montée là-dedans. L'huile de la sardine est montée jusqu'à... Ce n'est plus bon. Ça, c'est la malédiction. Comment vous voulez respecter des gens comme ça, là, alors qu'on voit une jeunesse intellectuelle même, mais au chômage. Une jeunesse en train de dire que Paul Biya, ce n'est pas bon. Mais vous voyez donc des intellos, dont certains médecins, soutenir un papa de 93 ans, grabataire, en sachant qu'ils ont des conditions qui ne leur permettent pas de soigner les malades. Quelle est la satisfaction qu'un médecin peut avoir de savoir que dès que la maladie de son malade est un peu compliquée comme ça, lui-même n'arrive pas à faire le diagnostic parce qu'il n'a pas les moyens pour faire le diagnostic. Il ne peut pas soigner. Après, on apprend que le malade est d'ail. On peut dire après que tu as fui là-bas. Non, on est ici là. On soigne les malades. Soigne quel malade? Moi, je soigne même les malades camerounais plus que certains médecins. Parce que beaucoup m'appellent pour me demander des conseils, des avis. Et que, grâce à ma dénonciation, que vous connaissez, la faculté de médecine de Douala a durci les conditions d'enseignement. C'est-à-dire que a amélioré donc la qualité de l'enseignement. C'est ça qui est la vérité. Donc, j'ai indirectement contribué à mieux soigner les malades. Et s'il y a d'ailleurs des gens qui devaient me comprendre et me soutenir, c'est d'abord les médecins. Puisque tout ce que je fais, même en voulant chasser Paul Biya, c'est pour qu'il soit mieux demain. Parce que si on réussit à chasser Paul Biya, je vous assure que vous allez voir comment on va se transformer. Vous allez voir. Et nous allons tous y participer. Et ceux-là qui aujourd'hui pensent que, comme ils ont leur petit matango, leur petit bakshish là et tout là, ça va. Non. Vous ne pouvez pas être riche dans la corruption. Car la corruption appauvrit. Et appauvrit la masse. Et l'appauvrissement de la masse ne vous rend pas riche. La richesse doit être équitablement distribuée pour profiter à tout le monde. Et c'est là où vous êtes même heureux. Donc, chers amis, je vais consulter mes malades. Je voulais vous dire simplement que mon poste-ci là, je l'assume parfaitement. Je vais soutenir financièrement la résistance. J'ai bien parlé de résistance citoyenne. Vous voyez, chaque mot a son importance. Résistance citoyenne du Grand Nord. Ouais. Ça ne veut pas dire que je délaisse les autres. J'ai au Grand Nord des relais.
déjà assez organisés, et qui doivent défendre quand même quelque chose qui est important, la citadelle du président élu. Ok. Donc, je ne leur achète pas des armes. Non. Je leur donne l'argent pour qu'ils mangent, pour qu'ils puissent boire, pour qu'ils puissent s'organiser pour se défendre et pour nous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais multiplier les postes comme ça là. Ok? Qui viennent me chercher. C'est là où on va courir. Très bien. Non, non. Olivier Ngassam, c'est ça. Personne ne peut être riche dans la corruption. La preuve, regardez, hein, il y a des gens qui sont dans des postes. Tu vois, les petits postes là, machin, mais les postes là où ils ont les bacs chiches tous les jours, là, chacun vient, c'est peut-être 1000 francs qu'il faut donner, un 2000, un 3000 et tout, ça là, il est comme ça, il est à l'aise là. Celui-là ne va jamais vouloir que Paul Biya parte. Mais allez savoir s'il est devenu riche. Non. L'argent de la corruption n'enrichit pas. Je vous dis, l'argent de la corruption n'enrichit pas. Vous allez faire ça là, parce que vous avez gagné 100 000 francs par mois de corruption. Vous êtes à l'aise, non? 200 000 de corruption, vous êtes à l'aise. Vous avez gagné ça dans votre secteur d'activité. Mais comme tous les secteurs d'activité sont donc corrompus, et que vous ne vivez pas en autarcie dans votre secteur d'activité, vous avez des enfants, vous avez une femme, machin, la femme va aller au marché, va aller faire telle ou telle course, les enfants doivent aller à l'école, quelqu'un tombe malade, il y a l'école, il y a la maladie dans l'hôpital, il y a ceci, les enfants doivent aller en vacances et tout. Puisque tous les secteurs sont donc corrompus, les 200 000 francs que vous avez gagnés, n'est-ce pas que vous allez dépenser ça à être soi-même aussi frappé dans les autres secteurs? Finalement, vous avez donc gagné quoi? Vous êtes devenu riche en quoi? Puisque, dès qu'il y a une petite maladie dans la maison, c'est ça que vous partez à l'hôpital. C'est ça qu'à l'hôpital, vous dites que les infirmiers vous frappent en vous, les ordonnances que vous avez achetées. Qu'une partie des médicaments, elles mettent à côté. Et après, vous dites que bon, c'est fini, on vous fait une autre ordonnance. C'est la corruption, non? Vous partez, vous avez un problème là, vous êtes au tribunal, vous ne savez pas tout quoi là, vous avez un avocat. C'est ça que le juge, lui-même, il est corrompu. Il faut donner quelque chose au juge, non? C'est l'avocat qui va donner, non? Donc l'avocat, mais ce que l'avocat va vous demander, il y a aussi la partie du bac chiche. Vos 200 000 francs vont finir. Dans une corruption, dans un pays de corruption généralisée, les gens sont pauvres. C'est ça qui est la vérité. Avec votre argent de corruption, vous avez acheté une belle voiture, non? Bon. Mais comme il y a la corruption, donc il y a la mauvaise gouvernance, votre voiture, vous allez rouler dans quelle route? Dans les routes cabossées, non? Qui dit route cabossée, vous allez finir vos amortisseurs. Vous allez percer votre tuyau d'échappement. Vous irez sur le garagiste, non? Le garagiste, lui-même, dans un milieu de corruption, lui-même, il a une formation un peu bancale. Mais lui-même aussi, il va vous frapper là. Parce qu'il va vous dire que bon, il faut changer telle pièce. Vous ne connaissez rien de la voiture. Donc, il faut changer telle pièce. Machin, tout, tout ça là. L'original, c'est ça là. Machin, tout là. Bon, comme vous avez votre agent de corruption, bon, non, pas moi, mon original. Il va au marché, je ne sais pas comment vous appelez encore les marchés là où il va les pièces détachées. Bon, il va prendre ça là-bas. Le truc qui vient du Nigeria, machin, tout là. Mais il est venu, il a mis, vous savez sûrement qui vous a mis l'original, alors qu'il a mis le tout là. C'est la corruption, non? Donc, vous avez dépensé vos 100 000 francs pour une pièce qui coûte en fait 30 000 francs. Sauf que, comme elle coûte 30 000 francs, au bout de 2 mois, ça retombe en panne. Vous repartez encore le voir, non? Votre voiture va finalement être au garage tout le temps. Ça, c'est pas la corruption. Vous finissez votre argent là-bas. Mais comme votre argent est en train de finir, vous êtes énervé là, vous allez encore frapper plus les autres. Plus vous frappez, plus vous-même va vous frapper. C'est un cercle vicieux. Et c'est ça qui est la réalité. Les gens qui veulent donc se contenter de vivre dans un pays comme ça, là, ben, je suis désolé, n'ont rien compris. Voilà, chers amis, honnêtement, je dois consulter.
Donald, comme tu es là depuis, je prends vraiment juste une personne. Si tu as quelque chose à dire en... Non, il n'y a même personne. Bon, tant mieux. Il n'y a personne. Allez, chers amis, on se prend le soir. Entre-temps, suivez l'actualité. Chers collègues, Olivier Ngassan, merci. Merci bien, merci à toi. Et ce soir, il sera inscrit dans sa civilisation, toujours. Il sera 22 heures au Cameroun quand vous allez être connectés sur mes pages pour parler de l'actualité et parler de la santé publique. Je vais revenir sur un extrait du reportage d'un média qui parlait de Ayan Luc, son décès à Bruxelles. Il y a des éléments là qui ont attiré mon attention, nous parlerons de ça. Nous parlerons de Manaoula Marachi qui nous parle de la résurgence de la COVID-19. Nous parlerons de ça. Nous parlerons de la maladie de Clément Tangana et sa prise en charge. Nous parlerons de ça. Nous parlerons du corps médical. Nous parlerons de ça et nous parlerons des actions à mener sur le terrain. À très vite. À très vite. Merci. Merci pour cette écoute. Merci. Bye bye.